que je peux vous proposer, c'est l'articulation entre ce qui a été appelé canoniquement, comme tu en as rappelé la définition, le politiquement correct, et puis ce que j'ai appelé le culturellement correct. Je crois d'ailleurs avoir été le premier à le nommer en 92, dans un texte de la revue Esprit, en raison précisément de ces débats sur l'art contemporain que j'ai fini par préciser dans l'expression qui devrait peut-être pouvoir éclairer les choses sur cette notion de contemporain, c'est ce que j'appelle l'art du contemporain, pour des raisons que je vais vous expliquer. Et confronté à une réaction qui m'a énormément surpris de la part des responsables de la critique dominante, on peut dire, et du débat culturel en France, j'ai été obligé de constater qu'il y avait des figures du culturellement correct qui étaient évidemment extrêmement coercitives. Alors, c'est là-dessus que je vais vous donner des éléments. Je voudrais toutefois prolonger un des éléments que tu proposais, Isabelle, lorsque tu as parlé du discours des victimes. En effet, là, tu avais amplement matière. Et en t'écoutant, je me disais qu'au fond, ce qui est frappant, c'est que à force d'avoir été vigilant à l'encontre de tout discours qui est discriminatoire ou ségrégatif, à juste titre d'ailleurs, c'est une vigilance tout à fait qui correspond à une histoire des libérations en marche, on a perdu tout sens discriminant du langage. Je donne un exemple complètement relié à ceux que tu proposais. Lors d'un de ces crimes collectifs fréquents aux États-Unis où un étudiant rentre dans l'université et liquide 52 étudiants à peu près en moyenne, il y avait eu quelques jours après un texte publié dans le journal Le Monde du prix Goncourt de l'année antérieure de Jonathan Littell, qui avait tenu ce raisonnement assez sidérant de bêtises, relevant que ce jeune étudiant avait proposé d'ailleurs ses mémoires à des éditeurs, il avait été refusé, et au fond, c'est en raison de cela qu'il avait commis cet acte. Bon, alors là, c'est donc dans la logique de ce que tu rappelais, mais là où le raisonnement de Jonathan Littell était intéressant, c'est qu'il allait jusqu'à citer Georges Bataille, notamment le fameux début du Bleu du ciel, sur les livres qui sont écrits par une impérieuse nécessité, un peu plus, un peu moins, tout homme est suspendu au roman, au récit qui lui révèle la vérité multiple de sa vie, hein, c'est la première phrase du Bleu du ciel. Donc il avait cité ce principe de la nécessité d'écriture, qu'énonce très justement Georges Bataille, pour dire qu'au fond, ce type avait écrit ses mémoires, ce jeune homme de 17 ans avait écrit ses pensées dans une impérieuse nécessité, et donc il avait été refusé, donc voilà. C'est quand même, quand je parle de bêtises, le ton n'est pas vindicatif. Je veux dire, c'est quand même un exemple même de l'absence totale de discrimination dans l'analyse, dans le langage, au nom du fait qu'il faut essayer de comprendre absolument la victime, qui d'ailleurs est agressive, comme tu l'as rappelé, mais ça je n'y reviens pas, puisque tu l'as bien montré. Il faut essayer de comprendre, c'est ça, comprendre. Je fais un saut maintenant dans le temps, avec un cas dont on vient de parler, dont on parle en ce moment, à propos toujours du langage, puisque tu as bien pointé ces problèmes-là, et ainsi que vous, hein, vous êtes remonté même anthropologiquement sur ces problèmes-là, à savoir que dans l'affaire Eril et Luca, il y a quand même une notion qui est quand même intéressante, et en Italie, les gens ne réagissent pas du tout de la même façon qu'en France. J'en parle donc de gens qui, par exemple, aujourd'hui tiendraient un colloque comme le nôtre, hein, ils ne réagissent pas du tout de la même façon. Ce que je veux dire, c'est que la pétition qui a été signée en la faveur d'Eril et Luca par des auteurs et des éditeurs français est une pétition en soi tout à fait louable, au nom précisément de la liberté d'expression, etc. Mais la dernière phrase est quand même typiquement française et assez assourdissante de la part d'auteurs et d'éditeurs. Nul ne doit être tenu à être responsable de ce qu'il écrit.
Ça, cette dernière phrase est dommageable. Tout le reste est très bien. Cette dernière phrase est dommageable. Mais enfin, on ne va pas insister là-dessus parce que Éric de Luca est un homme tout à fait respectable, tout à fait estimable, sa littérature est respectable. Bon, tout à fait, c'est pas le problème. Et qu'il ait voulu énoncer quelque chose par rapport à cela, il a effectivement tout à fait le droit. En plus, c'est un combat qu'il mène depuis longtemps, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que la nuance est interdite par rapport à... Et c'est là que je fais le lien, que je repensais à ce que tu disais. La nuance est très, très, très mal vue. Parce que là, il y a quand même... Si je dis ça, je sens que, en soulevant ce lièvre, je sens que je me fais mal voir. Et que c'est interdit de le dire. Oui. Or, je suis désolé, l'irresponsabilité de l'écriture est réclamée a été réclamée par Houellebecq dans son procès il y a 6 ans par rapport aux musulmans. À l'époque, on disait « Oh oui, mais il a dit la religion de l'islam est la plus con du monde, etc. » Mais bon, c'est un point de vue comme ça, etc. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. N'empêche qu'on voit maintenant que c'était quand même une partie de son fonds de commerce. Deuxièmement, ce fut également, et toutes les autorités quand même intellectuelles et éditoriales françaises ont défilé à la barre pour le soutenir. Ce fut exactement le même argumentaire que Céline, « Oh, je dis ça, mais, etc. » et tout. On va prendre le problème d'un sens inverse. Ça veut dire de la part de ces éditeurs et de ces auteurs que ce que nous écrivons et que ce que nous publions, écrire et pisser en l'air, c'est pareil. Je trouve quand même que ça pose un problème. C'est-à-dire que dans le débat que tu réactives, parce que c'est pas nouveau cette analyse du politiquement correct et du culturellement correct, dans le débat que tu poses, on peut peut-être maintenant avancer un peu en disant que le problème, comme tu l'as fort bien analysé, il est à l'intérieur du langage, c'est-à-dire qu'on arrête l'analyse. On s'arrête au sujet discriminatoire. Effectivement, là, on est tous d'accord. On va s'en prendre à un tel, ou à telle catégorie, etc. Mais pour autant, on ne doit pas arrêter l'analyse. Or, ce qui est préjudiciable culturellement, là je fais le lien avec le culturellement correct, qui est préjudiciable dans ce processus, qui fait partie des passions démocratiques, donc on va s'en sortir par là même, par ce mouvement-là. Dans ce processus, ce qui est préjudiciable, c'est que c'est l'analyse qui s'est arrêtée. Alors, j'en viens maintenant à ce que j'avais prévu de faire. Alors, je vais annoncer, d'abord, parce que je ne pensais pas que la revue de débat serait prête, elle va sortir en librairie dans 8 jours, où il y a une analyse à la fois de Marcel Gaucher et de moi sur ce thème-là. Mais j'avais donc, en attendant, prévu de vous parler d'une autre chose qui est complètement corrélée. Je la résume quand même. Cette obscure envie de perdre à gauche fut le titre d'un de mes livres il y a 3 ans, qui était publié aux éditions de Noël. Au fond, par là, je veux juste, autour de cette question du politiquement correct, soulever ce qui est dans les parages de ce qui ne doit pas être dit. Il y a ce qui ne doit pas être dit, il y a ce qui doit être dit, il y a surtout ce qui ne doit pas être dit. Or, ce livre disait une chose très simple, que vous avez sûrement perçue, car un écrivain, par rapport à des politologues, ou par rapport à des philosophes de l'histoire, ou par rapport à d'éminents anthropologues comme vous, etc., bon, il n'a qu'une capacité à, au fond, essayer des intuitions qui vont parfois vers des portes ouvertes qui ne sont plus ouvertes, ou d'autres qui sont parfois des fusées, et parfois des à côté de la plaque. Là, je ne fais que décrire un phénomène. En 2 siècles, c'est simple, la gauche fut 8 fois moins au pouvoir que la droite. En 2 siècles de démocratie, on peut dire, sur l'histoire des droits de l'homme. Alors, c'est un fait qui est plus marqué dans les pays latins et semi-latins que dans les pays anglo-saxons, mais le fait était là quand j'avais écrit ce livre. Et il faut quand même comprendre pourquoi. Et la constante que j'énonçais, c'est qu'il y a, sur le plan politique, il y a la vocation programmatique et puis il y a la dimension stratégique. Et qu'il y a de la part du citoyen de gauche, du peuple de gauche, une sottise stratégique qu'il n'y a pas chez le citoyen ou le peuple de droite. La preuve. Les faits sont là, 8 fois moins au pouvoir. Alors après, les causes, elles sont profondes, vous en avez sûrement qui vous viennent à l'esprit, et j'en avais énoncé un certain nombre dans mon livre, que je vous renvoie pour ça parce qu'on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais voilà quelque chose qui n'est pas correct. Mais les faits quand même parlent, c'est-à-dire que finalement c'est le rapport que les philosophies de gauche ont au pouvoir, ce rapport qui est un rapport diabolisé,
aussi diabolisé que pouvait l'être, comme je dis dans ce livre, le sexe sous la reine Victoria, c'est-à-dire le pouvoir c'est quand même sale, qui fait que le peuple de gauche, stratégiquement, préfère perdre, ne pas se salir les mains au pouvoir, préfère perdre, en multipliant en plus les définitions du mieux, ce qu'a beaucoup moins le peuple de droite, car lui, il veut avant tout conserver, même s'il a aussi ses définitions du bien, mais il veut avant tout conserver. Et évidemment, dans ces cas-là, il ne se trompe pas de stratégie, il veut le pouvoir, et il le garde. Et d'ailleurs, d'où la force conservatrice, le poids énorme des forces conservatrices dans l'histoire. Et donc mon livre disait, oui, mais les premiers responsables, ce sont peut-être justement les électeurs de gauche, qui auront toujours tendance à dire que c'est la faute du politique, c'est la faute de l'offre politique. Mais pendant ce temps-là, c'est déresponsabiliser l'électeur, et là j'en viens, encore une fois, c'est un lien avec le sujet tel que tu l'as énoncé, c'est-à-dire quand même aussi une déresponsabilisation, une victimisation. Vous sur les deux tableaux. C'est l'autre. Alors, j'en viens maintenant au culturellement correct. Vous verrez dans le numéro du débat, Marcel Gauchet republie le texte d'introduction au colloque de Blois sur les rebelles, qui avait fait beaucoup parler de lui avant le colloque. Donc toi qui m'avais envoyé les premières versions. Tu peux le rappeler, ça? Oui, je vais rappeler l'historique. Tu avais tout de suite pointé la chose avant même que ça sorte dans Libération. Je me souviens, c'est toi qui m'avais prévenu. Dans Libération, en juillet 2014, une pétition a été signée par Édouard Louis et Geoffroy de la Gasnerie. Les deux auteurs faisaient part de l'annulation de leur participation au rendez-vous de l'histoire pour ce colloque consacré aux rebelles, un colloque annuel, mais cette fois le thème était le rebelle. Ils appelaient à boycotter et demandaient à la présidente de cette édition de donner sa démission. À l'appui de leur protestation, les auteurs évoquaient leur dégoût, citation, à l'idée qu'une rencontre consacrée aux rebelles puisse être ouverte par Marcel Gauchet, lui qui s'était engagé, selon eux. C'est intéressant à en réentendre. C'est intéressant. Hein. Je cite, contre les grèves de 1995, contre les mouvements sociaux, contre le Pax, contre le mariage pour tous, contre l'homoparentalité, contre les mouvements féministes. Vous voyez qu'il y a quand même 4 choses, quand même, hein, le Pax, est-ce que vous êtes pour le mariage pour tous? Bon, alors après, sur le plan économique, on ne discute plus. Non, alors que l'enjeu est quand même beaucoup plus important là. Mais est-ce que vous êtes pour le mariage pour tous? Et ensuite, cet appel a été relayé quelques semaines plus tard par une pétition lancée par un groupe d'historiens, entre guillemets, critiques. Là aussi, les mots pèsent lourd. S'élevant contre la venue de Marcel Gauchet à Blois, un auteur d'après eux connu, je cite, connu pour des thèses tournées avant tout vers le maintien de l'ordre, c'est-à-dire que c'est quand même un peu lourd, hein, bien, qui peuvent être jugées ultra-conservatrices, pas seulement conservatrices, mais ultra-conservatrices, donc Reagan n'a plus qu'à bien se tenir, lui il est ouvert, sceptique sur l'impératif de respect des droits de l'homme. C'est quand même intéressant, parce que quand même Marcel Gauchet est quand même un des grands philosophes de l'historique des droits de l'homme, etc., etc. Bien. Et pour ma part, il se trouve que, et on s'était parlé à ce sujet, c'est pour ça qu'il m'a proposé de faire ce texte. Je dis c'est très intéressant parce qu'au fond, moi la seule chose qui m'a vraiment intéressé dans le débat sur l'art contemporain que j'avais lancé à partir de 1991, c'est au fond de décrire les ridicules de la cour, comme l'aurait fait La Bruyère. C'est-à-dire quand même de voir des gens qui, au nom du progressisme avancé, hérité de l'idéologie des avant-gardes, qui avait été extrêmement productive en art, ont se retrouvé, à partir de la fin des années 60, à défendre des œuvres qui, en tout cas en elles-mêmes, n'avaient rien de particulièrement susceptible d'ouvrir l'œil et l'esprit au point de ressortir l'analyse des avant-gardes. Je pensais Warhol, Buren, Jean-Pierre Reynaud, Boltanski, Joseph Beuys, qui, on en a parlé ici, quand on a fait le bref happening mondial, quand même, Joseph Beuys a quand même construit des rituels qui tournent autour de sa personne, ça s'appelle un gourou, et quand on regarde bien ces sujets de contestation, il y a Wall Street, oui d'accord, avec un coyote, oui il y a les arbres, oui c'est les écologistes, mais en revanche il n'est jamais revenu sur son engagement dans la Luftwaffe,
qui a fait qu'ensuite son avion a craché et qu'il a été recueilli par des Tatars qui l'ont soigné dans du feutre, lequel feutre était fait pendant la Seconde Guerre mondiale, avec les cheveux que l'on tondait des victimes des camps de concentration. C'est intéressant, parce que ce fut son matériau, ce fut un de ses matériaux de langage. Bref, il y avait matière à discussion. Ce que je veux dire par là, c'est que une évaluation de l'art contemporain, ça s'est toujours fait dans une tranche, entre 20, 30, 40 ans, ça n'a jamais rien eu de scandaleux, ça a donné lieu à des batailles vives, mais le travail de réévaluation critique, de filtrage, s'est toujours effectué dans l'histoire. Là, au contraire, il fut considéré comme véritablement scandaleux. Véritablement scandaleux, et c'est là que je voudrais vous soumettre quelque chose. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que s'est réveillé là une religiosité, je ne dis pas un religieux parce que je vais être beaucoup plus précis, une religiosité inavouée. Je suis bien placé pour savoir que véritablement il y a mis au pilori tout cela au service d'œuvres qui ont valeur, dont la simplicité a valeur de test. Il s'agit quand même de rayures, de peaux, de carreaux, d'affiches de l'icône de la marchandise. Il n'y a quand même pas de quoi hurler. Donc il y a eu véritablement une coercition, un interdit de parole, une censure, éjecter des éditeurs, etc., qui fait que bon, les choses se retournent maintenant, et ça va jusqu'à, bon, on va donner un dernier exemple, puisqu'on est dans une galerie d'art, ça va jusqu'à l'exposition Jeff Koons, que vous avez encore jusqu'au 8 avril, je crois, possibilité de voir, où par exemple, Le Monde Magazine a présenté Jeff Koons en couverture, et toute la stratégie argumentative du reportage et de l'article fait par Philippe Dagen, qui m'a largement traité de réactionnaire, a consisté à dire oui, bien sûr, Jeff Koons est très lisse, il est très, très attaché de caisse, il est très sourire, bref, il est un représentant de commerce, mais justement, et tout l'argumentaire, c'est mais justement. Autrement dit, l'idéologie de l'avant-garde qui est devenue ce que j'appelle dans mon texte un retard de pensée, c'est-à-dire un conservatisme, finalement est très gênée parce qu'il faut bien qu'elle reconvertisse ce qui est tout simplement une commercialisation de l'art, ce qu'on appelle maintenant très ouvertement le financial art et le celebrity art, depuis le paradigme warholien. Bon, cette pensée qui se veut de gauche, qui se veut contestatrice, dont la fréquence d'emploi des termes la plus forte est autour des mots remis en cause, les mots critiques, en réalité se trouve à défendre des artistes qui aménagent le territoire, c'est-à-dire l'entertainment art. Bon. Alors, il y a là donc un conservatisme, enfin il y a eu un retournement historique qui est tout à fait prévisible. À chaque fois qu'il y a une idée neuve, elle se retourne évidemment en esprit de système. Et je crois que là, on a vraiment eu véritablement les figures principales du culturellement correct comme moyen d'intimidation, c'est-à-dire la psychologisation de qui parle. Si vous dites cela, c'est que vous avez ceci, cela. C'est ça. Le fait que si vous dites cela, c'est que vous êtes un groupe. D'ailleurs, il y a une montée de la réaction. Et d'ailleurs, il y a Le Pen. Et d'ailleurs, Le Pen n'aime pas Buren. Donc, il faut que je arrête d'employer la convention de consignation car Le Pen aussi l'emploie. Et en réalité, et en plus, il y a le procès, assez intéressant quand même, le procès d'inculture. C'est que l'on n'a pas compris, qui peut être très sophistiqué, parce que, par exemple, lorsque Nathalie Hennig fait son livre « Le paradigme de l'art contemporain », elle dit, avec beaucoup de soi dans le langage, que, au fond, ceux qui critiquent certaines productions d'art contemporain, c'est pas qu'ils sont conservateurs, mais qu'ils ne rentrent pas dans le paradigme de l'art contemporain, parce qu'ils sont restés au paradigme moderniste. C'est quand même c'est encore n'avoir pas compris. Alors, je trouve ça assez touchant, parce que c'est une méthode, alors là, c'est une méthode d'intimidation par la méthodologie. C'est-à-dire que je sache, la critique de tout système s'arrête si on ne peut l'opérer qu'à l'intérieur strictement de ce système. Bien sûr, il faut travailler avec ce système, mais voilà, c'est assez intéressant. Alors, au fond, ce qu'il y a eu de révélateur, c'est que nous avons eu là, pour le sujet que tu veux aborder, Isabelle, un test de Rorschach idéologique grandeur nature. Pourquoi ? Parce que quand on regarde bien, ce qui m'a frappé
quand j'ai ouvert le débat en 91, donc ça fait 24 ans. Je crois que là, il va être fort clos, parce que ça va faire du bruit, là, avec ce texte-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un débat esthétique où ceux qui se sont opposés au débat ont parlé de tout sauf des œuvres. C'est-à-dire que ça a été un débat artistique hors œuvre. On a pointé le doigt, on a dit, mais si Jean Clair, Lévi-Strauss, Baudrillard et moi parlent ainsi, font le tri, c'est qu'ils sont ceci ou cela. Et on leur a inventé tous les noms d'oiseaux qu'on pouvait, qui se regroupent autour du réactionnariat. C'est pour ça que Marcel m'a proposé, a pris pour titre à mon texte, l'épouvantail de la réaction. Mais le réactionnariat, c'est quoi? Et j'en reviens à ce que je vous annonçais tout à l'heure. Et c'est là que le test de Rorschach a fonctionné bien au-delà de l'art. C'est-à-dire que le hors-sujet qu'a été ce débat a été finalement un formidable révélateur par rapport à ton thème du politiquement correct. C'est-à-dire qu'on a ressorti une vision de l'histoire, ça a été le dernier combat idéologique typique du XXe siècle, une vision de l'histoire monoaxiale. Si vous n'allez pas dans ce sens de l'avenir, au fond, ce qui s'appelait le futurisme, l'avénirisme, etc. Si vous n'allez pas dans ce sens de cette définition de l'avenir, vous êtes nécessairement réactif. Et un des artistes qui en a le plus lourdement joué, mais ça a fonctionné, j'en reviens d'ailleurs au problème du discriminant, c'est-à-dire au fond la bêtise quand même, c'est Buren. L'affaire du Palais Royal, elle a marché, pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a des réactionnaires qui l'ont attaqué, qui ont dit oui, c'est n'importe quoi, oui, etc. Bien sûr, il y avait le Figaro en tête, etc. D'accord, il a joué là-dessus. Mais finalement, quand on regarde toutes ces déclarations, et Dieu sait s'il est bavard, il a le temps, parce qu'il ne se fatigue pas beaucoup au niveau de la production esthétique, il a construit toute une rhétorique où il ressort tout l'argumentaire des avant-gardes du XXe siècle. Après tout, dit-il dans Le Monde, à l'époque de l'affaire du Palais Royal, je suis finalement bien placé puisque je suis critiqué comme l'ont été les impressionnistes, puis les futuristes, puis les fauves, puis les surréalistes, puis l'abstraction, etc. C'est un raisonnement de gros malin, mais ça a marché. Mais pourquoi ça a marché? Parce que précisément, la vision qu'on a gardée, enfin la vision conservatrice de la culture, a conservé ce schéma idéologique des avant-gardes qui avait été productif au départ, on peut dire au moins pendant la première moitié du XXe siècle. Les œuvres et les mouvements sont là pour le prouver, mais qui ensuite s'est systématisé et avait déjà donné sur le plan politique ce que l'on sait. Car on savait quand même que si on critiquait l'URSS, c'était évidemment qu'on défendait les USA, bien sûr. Non, on pouvait critiquer l'URSS pour des raisons internes au système qui, justement, permettaient d'encore mieux penser la démocratie. Combien de fois on m'a dit, mais au fond, au nom de quels artistes et au nom de quels mouvements vous critiquez ceci ou cela? Mais je n'ai pas à répondre de cela. Je n'ai pas à répondre de ça. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi on a mis en valeur ces œuvres, qui sont des œuvres dont les effets esthétiques, dont les effets psychiques sont extrêmement faibles. Autrement dit, ce sont des œuvres faibles. Jamais ils n'ont voulu accepter le débat sur ce plan-là, sur le plan interne aux œuvres. Et au fond, ce qui s'est passé, quand on regarde les 40 ans de vie intellectuelle en France, là c'est typiquement français, sur le plan idéologique, à partir des années 30 jusqu'aux années 70, il fut entièrement monopolisé par le débat autour de l'URSS, dont Sartre, au fond, a donné le là. Et ce n'est pas seulement que les plus grands intellectuels ont donné là-dedans, c'est que même l'opinion intellectuelle, la doxa intellectuelle, 98% des gens se situaient par rapport à ça. Et il n'y avait finalement que 4 figures qui sont opposées à ça. C'est Aron, donc on a dit que c'était un réactionnaire, d'accord, libéral. Camus, mais on a dit que c'était un penseur pour lycéen, donc mais pourquoi? Mais parce que Camus avait quand même gardé justement le sens de philosophie pragmatique de ses origines populaires. Donc il n'a pas, et c'est ça qui lui a permis de ne pas être dupe. Et il y avait Mauriac avec son catholicisme, mais Mauriac au nom de son catholicisme dénonçait la torture en Algérie, là où ça c'est pas le problème, il y a plus urgent.
il y a les ouvriers, etc. Et tout. Bien sûr qu'il y avait aussi les ouvriers. Et il y en avait un, alors là par contre, qui pour moi a été très important, parce qu'il avait la position du rebelle, mais lui il ne s'est jamais trompé, c'est André Breton, qui n'a jamais donné là-dedans. Bien. Mais pendant ce temps-là, on a eu 40 ans d'impossibilité de parler librement par rapport à cela. Eh bien, le débat sur l'art contemporain pendant les 24 ans dont je vous parle a exactement ressorti tout cela, mais alors l'a ressorti. Donc c'est vous dire à quel degré de conservatisme on se plaçait. Bon, j'aurais bien d'autres choses à dire, mais je ne voudrais pas empiéter, surtout qu'il y a une soirée électorale. Et là, il y a du théâtre qui nous attend. Juste, oui, beaucoup de choses une dernière chose, mais comme ça, 3 minutes sans prendre plus de temps. Comment dire, dans ce que tu as mené là, est-ce que tu pourrais ajouter quelque chose sur ce que tu avais, je trouve, qui pour moi est vraiment intéressant par rapport à ce retraçage de l'histoire de la critique des 20 dernières années, ce que tu avais pointé sur ce fameux concept de la rupture et d'autonomie de la rupture. Oui, voilà. C'est-à-dire que ce qui est frappant, c'est que la notion d'avant-garde qui a été lancée véritablement par les artistes du monde entier a été le laboratoire idéologique pour les autres domaines de pensée. Même Freud, par exemple, lorsqu'il commence à mettre sur pied, à découvrir peu à peu ces éléments fondamentaux, se situe dans cette optique. C'est dire si c'était dominant. Alors sur le plan politique, je n'en parle pas, c'est absolument évident. Hein, du passé faisant table rase, etc. Bien. À partir de là, hein, il y a eu une modélisation qui s'est effectuée à partir de l'idéologie de la rupture, c'est-à-dire un passé dont on doit se couper au nom d'un futur salvateur. Et d'ailleurs là, on pourrait voir sur le plan de la perspective à long terme toute une perspective religieuse, une téléologie, etc. Bon. Donc cette idéologie de la rupture a évidemment trouvé une temporalité parfaitement adéquate, parfaitement embrayée, à partir de la société de consommation, à partir du paradigme warholien d'ailleurs, comme par hasard, c'est-à-dire qu'il y a rupture de stock, pour qu'il y ait rupture de produit, pour qu'il y ait renouvellement du produit, pour qu'il y ait logique événementielle de l'histoire. Et qui dit logique événementielle de l'histoire, donc, dit un raccourcissement des étapes du temps, d'étapes historiques, qui tout d'un coup sont perçues comme tellement événementielles qu'en effet elles sont très importantes et on a l'illusion qu'il s'y passe beaucoup de choses. Donc plus le segment est petit, plus il paraît dense. Et je rappelle quand même qu'en 89, ça a donné, au moment de la chute du mur de Berlin, cette aberration philosophique, nous avons atteint la fin de l'histoire. Parce qu'en effet, la démocratie devenait marchande. Donc on arrivait là. D'ailleurs, ça fait, comme vous dites, ça fait quand même rire quand on voit ce qui se passe maintenant. Bien. Donc, si tu veux, cette idéologie de la rupture, finalement, s'est embrayée sur tout simplement un renouvellement du produit, un renouvellement des pratiques managériales, etc. Et donc, de dynamique qu'elle avait été, elle s'est retournée évidemment contre sa propre dynamique. Ce que je trouve très intéressant, c'est ce que je fais un pont entre ce que disait Olivier Deauville tout à l'heure à propos du trait, hein, c'est-à-dire cette distribution de l'identité, hein, c'est-à-dire cette réduction du sujet à un trait. Hein, voilà. Je trouve que ce que tu dis, ce que tu as pointé chez Beuys, chez Buren, etc., est tout à fait du même ordre. C'est-à-dire qu'au niveau de la critique contemporaine de leurs œuvres, hein, il y a quelque chose qui ressort, qui apparemment fonctionnerait de la même manière. Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est ça, hein, c'est-à-dire un trait, ils sont, Kunz, c'est du Kunz, c'est du trait identitaire, c'est quelque chose qui a à voir avec ça. James Kunz, oui, avec les choses très on peut jouer sur comme tu dis, de la rayure, du buret, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que voilà, pour aller dans le sens de ce que tu dis, pour le confirmer, apporter un matériau artistique précis,
Au fond, on peut dire, j'ai parlé trop vite du paradigme warholien, on peut dire qu'avec le paradigme warholien, et c'est pas l'individu Warhol dont je parle, parce que l'individu Warhol, lui, a été créatif au niveau de ses aphorismes, au niveau du renouvellement du dandisme, et de cette façon, au fond, de créer, puisque vous parliez de l'humour, de l'ironie au premier degré. C'est un cas, à mon avis, unique, enfin je vous le soumets en tout cas, à mon avis unique. Donc il a été créatif à cet égard, mais sûrement pas dans sa peinture. Et il était le premier à le savoir. Hein. Ce qui s'est passé avec ce modèle, et qui va, à mon avis, jusqu'à Koons, et c'est pour ça que je pense que tout est forclos maintenant et que c'est terminé pour eux, c'est quand on en arrive à Koons, alors là, effectivement, plus la vague est grosse, plus elle doit tomber, elle doit s'effondrer, parce que c'est énorme. Là. Il aura palpé entre-temps, quand même. Pardon ? Il aura palpé entre-temps. Oui, évidemment, ah ben oui, mais c'est fait pour ça. Bah oui, Oui, exactement. Hein, c'est fait pour ça. Et ce que je veux dire, c'est que jusque-là, jusqu'au paradigme warholien, jusqu'au celebrity art, qui va avec le financial art et qui va avec ce que tu viens de relever, c'est-à-dire la signalétique de l'artiste, plus la signalétique sera simple, les rayures, le carreau, le barreau, etc. Plus elle renverra tout de suite au nom de l'artiste, à la manière d'un sigle publicitaire, le chevron de Citroën, voilà, le losange de Renault. Oui. Donc, ce qui s'est passé, c'est que jusque-là, l'œuvre faisait la célébrité de l'artiste. Là, c'est le contraire. C'est le label du nom de l'artiste qui fait la cote de l'œuvre, qui fait la célébrité de l'œuvre. Donc, on est bien dans le celebrity art, qui, évidemment, ne peut que fonctionner avec le financial art, parce qu'à ce moment-là, la spéculation peut d'autant plus jouer sur le fait que la demande est grande, puisque la célébrité appelle la demande. On joue uniquement sur la demande. Mais l'offre, elle est exactement ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que moi je date la fin de ce modèle à 2008. Elle est exactement ce qui s'est passé à 2 jours d'intervalle, le 14 et le 15 septembre 2008. Donc il y a le 15 septembre, la crise des subprimes, etc. Mais le 14, il y a eu donc la cotation du veau d'or de Damien Hirst, qui donc lui est le pendant, nous dit-on, dramatique de Koons, qui lui est baroque. Je vous cite quand même. On est dans le tragique. Oui, c'est tragique, c'est des veaux découpés, en effet, c'est assez tragique. Et donc il avait fait ces veaux découpés comme d'habitude, mais avec le symbole biblique du veau d'or, et il a véritablement crevé la cote. Et ce qui m'avait frappé, c'est que c'était en première page des journaux. C'était la première fois d'ailleurs qu'il était passé par-dessus la tête de ces marchands, et ensuite directement par la salle de vente, etc. Bien. Et les subprimes, c'est quoi ? Les économistes l'ont dit, c'est qu'à un moment, la spéculation s'est complètement désindexée de l'investissement sur la production. Ce que les économistes appellent l'économie réelle, ce n'est pas les littéraires qui disent ça, c'est les économistes. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait de la production. La spéculation, c'est très bien si ça met de l'huile, justement, dans les rouages de l'investissement et donc de la production. Mais à un moment, la spéculation, évidemment, en multipliant les outils financiers, a bien compris ce qui était l'essence même du capitalisme. C'est-à-dire que si on peut gagner de l'argent par l'argent et non pas par la production, c'est beaucoup mieux, parce que la production, on est quand même obligé de passer par des êtres humains qui ont quand même la désagréable habitude de demander des salaires, des augmentations de salaire, des congés maladie, et d'autres choses parfaitement nuisibles pour la rentabilité de l'investissement. Sauf qu'à un moment, évidemment, la spéculation a décollé de l'indice sur lequel elle est répertoriée. Et donc, il y a eu cette crise. Eh bien, sur le plan de l'art, ça a été la même chose. C'est-à-dire qu'au fond, avec ce que je vous ai dit sur cette loi uniquement de la demande, avec une offre minimale d'œuvres dont l'œuvre finalement importe peu, n'a de valeur que signalétique, il y a un moment où le marché ne tient plus qu'artificiellement. Alors il tient artificiellement par 2 choses, par la valeur refuge que représente l'art, et une autre forme de spéculation qui est la spéculation intellectuelle, qui cautionne, qui signe, qui donne le label à ces œuvres-là. C'est pourquoi le combat fut très violent. C'est que finalement, on portait atteinte pas seulement à la logique des intérêts, bon bien sûr les intérêts d'accord, mais si encore les critiques qui m'ont attaqué comme Philippe Dagen, etc., empochaient beaucoup d'argent, il en empoche plus que moi bien sûr, mais enfin, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que c'est sa vision de l'histoire qui est atteinte. Il a attaché son nom à ça.
Et évidemment, si on lui dit, c'est pas sûr, hein, là par contre, on touche à quelque chose qui est véritablement sacrilège. Et c'est pourquoi la réaction est le symptôme de cette religiosité dont je parlais, c'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, pour vous marquer au fer rouge, pour vous interdire de parler, on ne va pas vous traiter de sorcière de Salem, comme du temps de McCarthy ou au Moyen-Âge, on vous traite de réactionnaire. Et là, c'est un interdit de parole. Et ça marche. Ça marche très bien. Bien. Pendant un certain temps. Ok. Merci. Voilà.